Bienvenue, chers téléspectateurs, chers téléspectatrices. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Jean-Pierre Gagnon, que vous connaissez sans doute. Mais est-ce qu'on connaît vraiment les gens totalement? Donc aujourd'hui, M. Jean-Pierre Gagnon est notre invité. Il va nous parler un petit peu de lui. Il va nous parler de son rôle de directeur général, de son avenir. Il va nous parler un peu de sa passion sur l'environnement. Fait que Jean-Pierre, bienvenue. Bonjour Marie. Bon. Donc, Jean-Pierre, on se connaît depuis un bon bout de temps. Déjà une quinzaine d'années, Louis-Marie. Oui, au-dessus, effectivement. Et puis, le chanteur que tu étais, le chanteur, comment le chanteur est devenu centré dans l'environnement, dans l'éducation au niveau de la zone Bayonne? Explique-moi un peu, qu'est-ce qui t'a amené à embrasser cette cause de la zone Bayonne? Au milieu des années 90, c'est ça, je venais ma carrière de musicien en bien faire, ça allait bien. Et dans mon processus, je te dirais, de cheminement, j'étais déjà préoccupé beaucoup par la qualité de l'environnement at large, mettons, par rapport à la qualité de l'environnement général. J'ai entendu, à un moment donné, j'ai vu un petit article dans les journaux qui citait un groupe qui s'appelait les Amants de la Bayonne, qui venait à peine d'être formé, ça faisait peut-être un mois ou deux, qui était à Saint-Cléophas de Brandon. Et là, eux autres, j'ai vu qu'il y avait un engagement pour prendre soin de la rivière Bayonne. Je me suis dit, je suis quand même pas tellement prêt parce que je suis dans le rang Sainte-Anne à Saint-Norbert, mais j'ai pris le téléphone et j'ai communiqué avec les gens à l'époque. Finalement, comme je vous dis, j'ai joint le comité. Et déjà, à l'époque, fin 95, il y avait déjà des corvées de nettoyage, l'élaboration d'une cartographie, et déjà les plantations d'arbres étaient commencées. Donc, c'était un engagement bénévole. Et j'ai cheminé avec les Amants de la Bayonne et même avec un autre mouvement qui s'appelait à l'époque les Amis de l'environnement de Brandon, qui existe toujours, qui nous ont menés jusqu'à l'organisme de bassin versant comme on le connaît aujourd'hui en 2004. Alors ça, c'était le début, mais je continuais toujours quand même mon parcours de musicien à travers tout ça. Et je participais de façon, comme je te disais tantôt, de façon bénévole. Et ça répondait déjà à un besoin, mais c'était pas un plan de carrière, pas du tout. Voilà. Ah bon. Mais depuis quelle année tu es directeur général de Bayonne? Donc, à la fin de 2003, à peu près 2003-2004, si je me souviens bien, avec le mouvement des Amants de la Bayonne, on entend parler de la politique nationale de l'eau, initiée à l'époque par le ministre de l'Environnement, André Boisclair, qui est arrivé au Québec en 2002, si je ne me trompe pas. Et là, on entend, nous qui était un petit mouvement bénévole, on entend que le gouvernement de l'époque veut s'engager sérieusement à la dépollution et à la prise en charge de tous les bassins versants et de toutes les rivières du Québec. C'est sérieux. Là, le ministère de l'époque décide de mettre un budget là-dedans, un budget quand même, au début c'était symbolique, mais le gouvernement met un budget. Et là, on entend que le gouvernement veut diviser le Québec méridional en 33 bassins versants, une première batch. Et donc, le mouvement avec les Amis de l'environnement de Brandon, les Amants de la Bayonne et le Conseil régional de l'environnement de Lanaudière font un meeting, tout le monde, toutes ces belles personnes-là se rencontrent
et décide de déposer des lettres patentes et de faire la représentation auprès du ministère de l'Environnement pour faire reconnaître le bassin versant de la rivière Bayonne comme un joueur dans les 33. Ça a été déposé au 31 mars 2003, si je me souviens bien. Rendu en 2004, moi je suis toujours bénévole. Je suis impliqué dans le mouvement et là, ben, on a un cadre de référence et tout le monde te dit, bon, ben, regarde, ta feuille de route pour mettre un organisme de bassin versant dûment reconnu, c'est ça. Donc, on me demande pour faire le contrat, mettons, de mise sur pied de l'organisme de bassin pour un contrat d'à peu près 1 an. C'était une belle aventure. J'ai commencé le 24 août 2004. Donc, en principe, j'étais supposé de faire jusqu'au 24 août 2005. Et on faisait des blagues. L'autre fois, l'humorisme, la période s'est quelque peu prolongée. Et là, ben, c'est ça. On est rendu aujourd'hui. Et je pense que la MRC de Dauдрé et la Légion de la Naudière peuvent être fiers aujourd'hui de ce que Zone Bayonne a accompli. Mettons, on appelle ça Zone Bayonne. Est-ce que tu veux que je continue sur la transformation? Oui. OK. Donc, en premier, pour ne pas complexifier, pas perdre tes téléspectateurs, Louis-Marie, c'est que là, on a un budget à partir de 2005 de 65 000 par année. On engage des gens pour répondre aux demandes du ministère de l'Environnement. Et là, ben, la Bayonne commence à flotter. Elle fait son petit bonhomme de chemin avec tous les mandats qu'on nous demande de faire. Et en 2008-2009, le ministère de l'époque, parce que les gouvernements changent à tous les 4 ans, ça on le sait. Et là, en 2009, à peu près fin de 2008, on sent qu'il commence à y avoir un appétit de la part du ministère de l'Environnement pour redessiner la carte par rapport à toutes les rivières et à tous les bassins versants du Québec. Donc, nous, on se rend compte rapidement que le gouvernement va aller plus vers ce qu'on appelle des zones de gestion intégrée de l'eau. Ça fait très, je dirais que, très bureaucratique, là, ce mot-là, zone de gestion intégrée de l'eau. Mais le gouvernement dit, bon, ben 33 bassins versants, ça ne couvre pas complètement le Québec et on veut, mettons, augmenter le budget, mais en même temps, on souhaite que tout le Québec soit couvert, évidemment. Donc, nous, on est tout petit, on a 365 km², à l'époque, le bassin versant de la rivière Bayonne, parce que c'est vraiment un bassin versant. Comme on connaît un bassin versant, c'est un seul ensemble hydrographique qui s'en va à une embouchure. Pour la Bayonne, on s'entend, on était à Berthierville. Donc, ils disent, on redessine tout ça, et la Bayonne, vous êtes trop petit, ce n'est plus viable, juste un petit bassin comme ça. On va faire des ensembles de bassins versants maintenant, comme on appelle les zones de gestion intégrée de l'eau. Donc, nous, on s'est battu, on peut le dire aujourd'hui, on s'est battu, on s'est débattu, parce qu'on sentait qu'il y avait un appétit de gros bassins versants qui étaient à gauche et à droite, qui allaient souhaiter aussi peut-être absorber la Bayonne pour l'intégrer, évidemment, dans leur zone de gestion intégrée de l'eau. On a travaillé fort et le 5 mars 2019, je me rappelle, j'ai été à Québec avec ma conjointe à Wendake parce que la ministre faisait l'annonce de le nouveau découpage, le redécoupage comme ils ont fait à l'époque. Et en s'en allant à Québec, on se disait, ben soit qu'on a une bonne nouvelle ou bien demain, on s'en va au chômage toute la gang. À l'époque, on était 5 employés à la zone Bayonne. Et on a appris le 5 mars 2009 que nous sommes devenus la zone de gestion intégrée de l'eau, qui aujourd'hui s'appelle Zone Bayonne. Ça comprend, maintenant au niveau territorial, on est monté à 1000 km². Ça comprend à partir de, si on part de la partie ouest, la rivière Saint-Joseph, la rivière Chaloupe, que tout le monde connaît, ensuite la rivière Bayonne, ensuite la rivière Chicot et la rivière Cachée, plus plein de petits ruisseaux qui vont jusqu'à la rivière Masquinongé, qui s'écoulent dans le fleuve directement là, dans le bout de Saint-Barthélemy. On appelle ça les bassins orphelins.
Donc, 5 mars 2009, on tombe avec la zone de gestion intégrée de l'eau. On tombe avec un budget on passe de 65 000 à 123 500. Et là, avec des mandats évidemment élargis. Puis, comme vous voyez, il y a un petit piège parce que là, le ministère est double de financement, mais il triple le territoire. Donc, on a quand même plus de territoire, on a plus de mandats. On passe de 8 municipalités à environ 17 ou 18. Il faut que je les compte comme il faut. Donc, évidemment, c'est plus de superficie. Évidemment, on tombe aussi on touche aux tourbières de la Noraie. Donc, les enjeux, il a tout fallu recentrer les enjeux. Donc, aujourd'hui, comme le 5 février 2021, l'organisme Zone Bayonne, au niveau géographique, c'est ça. Je t'ai fait tout un long détour, hein? Je dis que comme les rivières, des fois, je peux... Non, mais c'est bon, là. Un très bon détour, là, ça permet de comprendre l'évolution. Et puis, également, nous, dans la zone Bayonne, rapidement, là, succinctement, sur les collaborations que vous avez avec les différentes municipalités couvertes justement par la zone Bayonne. Quelles sont les relations avec ces municipalités-là? On a de multiples collaborations, puis ça, c'est le fun quand tu arrives à un stade à un moment donné où est-ce que, quand faut-tu me faire revivre des choses, c'est qu'au début, on allait voir les municipalités, quand on a formé le conseil d'administration, on allait voir nos acteurs de l'eau, on était tac, est-ce qu'on peut vous parler de l'organisme de bassin versant de la rivière Bayonne? On disait, c'est quoi, explique-nous c'est quoi ton affaire, là, j'ai jamais entendu parler de ça. Donc, ça, c'est au départ, il a fallu, quand on regarde les premières années, il a fallu jouer le rôle de pèlerin et aller vraiment vendre l'idée sur le terrain qu'un organisme de bassin versant, c'est très utile. C'était utile pour les municipalités. Puis là, aujourd'hui, les municipalités appellent d'elles-mêmes. La MRC, on a plein de mandats je te dirais au quotidien. Et ça, c'est le fun parce qu'on dirait que l'organisme de bassin, c'est comme intégré dans la vie de tout le monde. C'est sûr que, mettons, si on réfléchit, dans les dernières années, malheureusement, puis tu sais, c'est paradoxal parce que c'est malheureusement ou heureusement pour l'organisme de bassin, mais malheureusement, l'urgence climatique, moi, j'ai pas observé en dedans de 17 ans de gros changements. C'est des fluctuations, mettons, une réactivité des rivières qu'on ne voyait pas au départ. Donc, c'est sûr qu'en même temps, les municipalités, les MRC, nos acteurs de l'eau, se disent que quand il y a des choses qui se passent sur les cours d'eau, là, aujourd'hui, on a quelqu'un à qui téléphoner. À tout le monde, on a un interlocuteur, puis on peut voir c'est quoi les problématiques, puis chercher des solutions avec eux autres. Entre autres, on a fait une entrevue là-dessus au mois de décembre. Pour donner un exemple, la municipalité de Sainte-Geneviève est quelque chose, je te cherche un exemple concret. Au 1er décembre 2020, il y avait un blocage qui était là depuis un blocage sur le pont de 138 à la rivière Bayonne. Il y avait un amoncellement d'arbres, il y avait des cochonneries, on va dire le terme communal. Oui. Et on a la municipalité de Sainte-Geneviève, de Berthierville et la MRC d'Autrey. On fait une concertation, mais les citoyens avaient fait appel au tout début, à un moment donné, à la zone Bayonne dès le mois de septembre-octobre 2020 pour dire qu'il y avait un blocage qui risquait de causer de gros dommages parce que ça faisait une obstruction sur le pont qui allait favoriser une embarque de glace. Écoute, c'était pratiquement sûr. Donc, Zone Bayonne, là-dedans, nous autres, on a été comme le facilitateur. On a communiqué avec le ministère des Transports, le ministère de l'Environnement, et on a pesé sur les boutons pour qu'il y ait une action qui soit posée le plus rapidement possible. Je te donne un autre exemple. La municipalité de Sainte-Élisabeth, au mois de novembre, nous appelle parce que pour le service incendie, ils ont besoin de faire une étude de la profondeur de la rivière et des caractéristiques pour installer des équipements.
Bon, là, on répond à la cloche, on va faire une bathymétrie. Il y a un autre, à un moment donné, la municipalité de Saint-Cuthbert, présentement, on est en train de travailler pour faire installer une station hydrométrique pour le calcul des débits. Donc, on accompagne Saint-Cuthbert et on est aussi en train de faire une étude de la vulnérabilité pour l'approvisionnement en eau potable de Saint-Cuthbert. Ça, c'est l'équipe technique du bureau et là-dessus, il y a plein de mandats comme ça et qui sont au-delà de nos mandats qui sont récurrents, comme pour Réseau Rivière, qui est une branche du ministère de l'Environnement. À tous les mois, on fait des analyses. On a une équipe technique qui fait l'analyse des embouchures de rivières pour faire le suivi de la qualité de l'eau depuis 16 ans, depuis les débuts d'existence de notre Bayonne, puis ensuite quand les autres bassins se sont joints. On a fait des grands projets d'amélioration de la qualité de l'eau en milieu agricole. Puis d'ailleurs, M. Kempton, qui est en train de faire l'entrevue, à l'époque, était un journaliste du Journal des Berges, nous avait accompagnés, puis nous avait donné des méchants bons coups de pouce là-dessus. Donc, il y a plein de mandats qui... c'est ça où est-ce que les municipalités, les MRC font appel à la zone Bayonne maintenant, ce qui fait que c'est beaucoup plus facile. Voilà, c'est ça. Et dans l'expertise aussi, si tu me permets, c'est ça, je peux te dire un petit peu. Peux-tu je donne un exemple de qui travaille à la zone Bayonne? Oui. Justement, dans l'expertise qu'on a au bureau, aujourd'hui, on a 2 biologistes, Patricia Bruyette, M. Louis Parenteau. On a un géographe, M. Francis Lajoie. On a une technicienne en agro-environnement, Fanny, qui est avec nous autres depuis les tout débuts. On a Mme Edith Desroches qui fait la comptabilité, le service comptable. Puis on a tout récemment Mme Annika Boissonneau qui s'est jointe comme assistante administrative. Donc, les biologistes, puis il y a aussi M. Parenteau qui est arrivé, lui, tout récemment, il est arrivé au mois de juin 2019. Donc, c'est présentement et moi-même, c'est ça qui regarde aller toute cette belle expertise-là. Bon, à un moment donné, vous avez eu quand même, il y a quelques années, si je me souviens bien, l'Université de Québec à Trois-Rivières vous a aidé un petit peu, si je me souviens bien. L'Université du Québec, c'est bon ça que tu soulèves ce point-là. L'Université du Québec à Trois-Rivières a toujours été un partenaire depuis presque les débuts. C'était un petit peu un chouchou pour la zone Bayonne. Ils nous ont fourni beaucoup d'assistance, par exemple, pour des stagiaires. L'Université de Trois-Rivières, moi, je dirais, à tout le moins, nous ont fourni au moins 12 stagiaires. C'est pas plus. 11 ou 12 stagiaires en géographie. Ils nous ont beaucoup aidé au niveau cartographique. Pierre-André Bordelot, pour ne pas les nommer, puis M. Ali Assali, nous ont assisté par rapport à notre plan directeur de l'eau. Plan directeur de l'eau, ça fait une bonne place pour l'insérer. Donc, oui, l'Université du Québec à Trois-Rivières a toujours été présente pour la zone Bayonne, puis a toujours apporté son expertise. C'est ça, je cherche aussi. Ils nous ont aidés dans les projets agricoles. Quand on avait quelque chose au niveau scientifique, au niveau de la recherche scientifique, ils ont toujours été très présents pour nous autres. Et là, vous avez aussi l'Université du Québec je crois, à Chicoutimi? Oui, tu m'amènes à un bel endroit, Louis-Marie, c'est que moi, à partir de... Non, je ne veux pas ça dire moi. L'organisme Zone Bayonne, à partir de 2006, on voyait que dans notre plan directeur de l'eau, je vais dire une petite parenthèse sur le plan directeur de l'eau tantôt, c'est quoi cette bébête-là. À partir de 2006, moi, je voyais dans nos charges de travail, on demandait à l'organisme de fournir au gouvernement de la connaissance sur les eaux souterraines. Nous, on travaille sur les eaux de surface, mais dans nos conventions d'entente,
c'est bien écrit qu'on doit s'occuper de la santé des eaux de surface, mais aussi de la santé des eaux souterraines. Il faut comprendre que dans notre zone de gestion intégrée de l'eau, ici, on ne se le cachera pas, c'est qu'on a des rivières qui sont assez, parce qu'on a beaucoup de travail à faire, qui sont assez dégradées là, en termes qualitatifs. Donc, l'eau souterraine en revêt une importance encore plus grande. Je te donne un exemple, c'est que Saint-Norbert, la municipalité de Saint-Norbert et Saint-Cléophas-de-Brandon puisent leur eau pour tous les citoyens en eau souterraine. Ce sont des puits artésiens. Donc, quand les gens s'alimentent, il y a Saint-Cuthbert qui prend son eau en amont de la rivière Chicot, assez loin, où c'est un endroit où l'eau est très pure. Puis, donc, en 2006, c'est écrit dans notre cahier de charges, ça dit Jean-Pierre, il faut que tu donnes un portrait de c'est quoi la qualité de ton eau souterraine. Et là, on regarde, puis à peu près déjà la moitié du Québec, où est-ce qu'eux autres, des universités se sont lancées sur d'autres territoires et ont fourni le portrait aux organismes de bassin versant sur les eaux souterraines. On a commencé en 2006 à taper sur le clou. On a été chercher la MRC d'Autrey, nous a donné un bon coup de pouce là-dessus à un moment donné. Il y a eu une mobilisation du côté de la MRC d'Autrey. Et c'est en 2018 que nous avons appris que, enfin, 12 ans après, l'Université du Québec à Chicoutimi, avec le CARM, le Centre d'expertise sur les ressources minérales, ont décidé de venir nous voir et de procéder à l'étude des eaux souterraines dans un programme qui s'appelle le PACES. On aime ça, les acronymes, Programme d'acquisition de connaissances sur les eaux souterraines. Donc, le rapport devrait être remis quelque part au printemps 2022. C'est énorme, mais moi, c'est quelque chose qui me porte beaucoup parce que j'ai vu travailler l'équipe technique et c'est quelque chose, même, j'ai participé personnellement, à un moment donné, il y avait besoin de volontaires pour les puits artésiens. Comme je pense qu'ils ont couvert des centaines de puits artésiens. Ils font le suivi par rapport à la fluctuation des nappes souterraines, des aquifères. Et là, on va avoir un rapport en 2022. Pour nous autres, tu sais, quand tu t'impatientes dans la vie, des fois, comme un enfant qui va avoir son jouet, ça peut être tout de suite. On trouvait à l'époque que ça prenait du temps. Mais finalement, je ne suis pas si fâché que ça parce que ils sont arrivés en 2018 et là, on est en 2021. Ça fait déjà 3 ans qu'ils sont sur le terrain. Et en même temps, comme bien bizarrement, on a eu les gros épisodes d'inondation 2017-2019. Et entre ça, en 2018, on a eu une sécheresse, un épisode d'étiage très, très préoccupant. Et tu vas pouvoir voir sur les photos dans la clé USB, d'ailleurs, on parle des cyanobactéries. En 2018 et 2020, on a eu des épisodes de sécheresse comme rarement on avait vu. Nos rivières ont vraiment eu soif. Et ça cause des phénomènes, à un moment donné, comme la Bayonne, à un endroit, on a vu des épisodes de cyanobactéries encore en rivière au cours de 2020. Donc, vu que l'Université du Québec à Chicoutimi est arrivée, il nous arrive, mais il arrive dans une période qui est plus critique qu'on avait en 2006. Donc, là, présentement, ils sont sur le terrain pour voir en réel ce qui se passe avec nos cours d'eau. Et là, ça va vraiment, vraiment documenter. Et ça, bien, les eaux souterraines, évidemment, bien, eux autres, quand ils font un portrait, c'est pour savoir, là, on va savoir de quoi on parle. Qu'est-ce qu'on a en surface, puis qu'est-ce qu'on a sous les pieds. Donc, ça, c'est notre programme d'acquisition de connaissances sur les eaux souterraines. Sur les eaux souterraines, mais les eaux souterraines, les eaux sont là quand même, parce que où on met les rivières, quand même, qu'il y a la pureté de l'eau, et enlever les choses qu'on jette, vous avez fait un travail au niveau de l'île du Fort. On a fait. Mais il reste quand même aussi, il y a l'aspect, des poissons qui sont dans l'eau. Parce que je sais que, il y a quelques années, vous aviez fait un inventaire de tous les poissons qui sont dans la rivière Bayonne. C'est ce que je me trompe. Oui, on a des données sur
des données, faire mon petit terme savant, ils appellent ça des données ichtyologiques. Ichtyologique qui veut dire, bon, ben, c'est des communautés de poissons. On a maintenant une connaissance qui est quand même pas pire sur qu'est-ce qui nage dans nos bassins versants. Et il y a 2 ans, on est encore sur ce projet-là aussi. On a fait une étude sur un petit poisson qui s'appelle le fouille roche-gris. Donc, des fois, tu peux avoir toutes tes communautés de poissons. Oui, c'est important de savoir la quantité, c'est-à-dire la diversité d'espèces qu'on a dans les rivières, mais on a aussi des petits poissons qui sont des indicateurs, ce qu'on appelle des bio-indicateurs. Bio-indicateur, bon, c'est bio, c'est vie. Indicateur, ça veut dire que ça nous indique le niveau de santé. Et il y a un petit poisson qui est emblématique, que pas grand monde connaisse, mais qui s'appelle le fouille roche-gris. Et le fouille roche-gris, c'est un petit poisson d'environ à peu près 5 cm. Et ce poisson-là est classé comme étant une espèce vulnérable. Il est vulnérable. Et si tu t'en vas dans un cours d'eau, et bon, il y a eu une étude avec le ministère Forêt, Faune et Parc en 2014, si je me souviens bien, 2014, et on nous a dit qu'il restait quelques petites populations de fouille roche-gris encore dans la rivière Bayonne en son amont, c'est-à-dire la rivière Berthier, et quand on descend à peu près jusqu'à Saint-Félix. Donc, on a fait un gros projet avec Fondation de la faune du Québec, avec les producteurs agricoles pour rencontrer chacun des producteurs et voir s'il n'était pas possible de recueillir des habitats pour ce petit poisson-là. Parce que quand on parle de bio-indicateur, dépendamment du nombre que tu as dans la rivière, bien, c'est ça qui t'indique à un moment donné, si tu retournes 10 ans après et tu n'en as plus un, ça veut dire que là, l'expression, ça va mal à la chope. On a perdu cette population-là. Mais par contre, c'est une bonne nouvelle si on dit que cette population-là a été augmentée. Là, on a une petite bonne nouvelle parce que déjà, le ministère était surpris de retrouver du fouille roche-gris dans la rivière en 2014. Donc, c'est sûr que là, ce qu'on a fait comme effort, bien, on a sensibilisé dans nos riverains au fait que cette espèce-là est là. Et on continue à travailler avec eux autres pour voir comment est-ce qu'on peut faire en sorte qu'il va être encore durant les années. Quand tu parlais des poissons aussi tantôt, je passe sur le chevalier rouge. Chevalier rouge qui, lui, est une espèce qui est commune. C'est pas un poisson d'intérêt sportif, mais c'est quand même un poisson qu'on retrouve dans beaucoup d'embouchures de rivières. Lui, on a des images assez saisissantes. Par contre, il y a quelqu'un, le printemps passé, qui a communiqué avec nous pour nous dire qu'il y avait une montaison de chevalier rouge. Et c'était assez impressionnant. Moi, quand je regardais l'événement, je rêvais quasiment que ce soit du saumon. Mais c'était pas du saumon, c'était du chevalier rouge qui du ministère de la Forêt, Faune et Parc, parce qu'ils m'ont dit à M. Gagnon, chevalier rouge est une espèce à peu près aussi commune que la barbotte. Mais on est content quand même parce qu'il remonte la Bayonne pour aller frayer aussi. Quand tu parlais des poissons aussi, Louis-Marie, on a eu, il y a 2 ans aussi, un mandat du ministère de Forêt, Faune et Parc, encore une fois, pour faire une caractérisation contre une espèce envahissante qui s'appelle la cape asiatique. Donc, ça, c'est encore un mandat. Parce que tantôt, on disait que les municipalités nous donnent des mandats, mais les MRC aussi, et différents ministères. On fait des mandats des fois pour le ministère des Transports, pour le ministère Pêche et Alimentation du Québec. On va en faire pour le ministère Forêt, Faune et Parc. Donc, c'est ça, on a fait cette histoire de cape asiatique-là. Bien, c'était pour voir tous les seuils jusqu'où la cape asiatique pouvait remonter. Parce que, évidemment, la cape asiatique, tout le monde sait, ça fait peur. C'est une espèce qui est catégorisée comme une espèce exotique envahissante. Et à partir de quand elle arrive dans un plan d'eau, elle fait le ménage, il n'y a plus d'autres espèces trop d'eau qui peuvent en vivre. Là. Bon, on va te poser une question au niveau du ministère. Une relation avec le ministère des Transports, le ministère de l'Environnement. Oui.
quelles sont les relations, quelles sont les communications, comment qualifier les relations entre le ministère de l'Environnement et zone Bayonne. En tout premier lieu, Louis-Marie, le ministère de l'Environnement et de la lutte au changement climatique du Québec, c'est notre bailleur de fonds. C'est lui qui nous donne le chèque. Oui. Donc, en quelque part, les bassins versants sont en quelque sorte un bras du ministère de l'Environnement. Mais il voulait qu'on se garde une petite gêne pour ne pas vraiment dire dans le sens que nous ne sommes pas. On est un organisme paragouvernemental qui est subventionné par le ministère de l'Environnement, mais évidemment, c'est notre patron, parce que c'est lui qui paye, c'est lui qui nous donne la plus grande partie de notre subvention, de notre budget de fonctionnement. Et ce ministère-là aussi, si on recule à 2004, il nous donne, moyennant, mettons, moyennant le chèque qu'il nous donne, on a un devoir à faire. Et c'est là que j'arrive. Le devoir qu'on a à faire, ça s'appelle un plan directeur de l'eau. Le plan directeur de l'eau, c'est un gros devoir. C'est un devoir qui m'a souvent stressé, mais c'est la condition. Fait que je me dis, au moins, si on est arrivé aujourd'hui qu'on a toujours du financement, c'est parce qu'on a livré nos devoirs. Le plan directeur de l'eau, à quoi ça sert? C'est justement ce que je viens de te dire tantôt quand on parle de notre relation avec plusieurs ministères, avec plusieurs municipalités, avec nos MRC, avec tous nos acteurs de l'eau. Bien, le plan directeur de l'eau, les citoyens peuvent le consulter sur notre site Internet. En quelque part, c'est comme notre moteur puis un cahier de charge. En partant, le plan directeur de l'eau, on nous demandait de faire un portrait de la situation. Donc, au départ, quand l'organisme de bassin est arrivé, on a fait toute une cartographie. Il a fallu aller chercher tous les petits bouts de ruisseaux, les lacs, les étangs, tout ce que tu veux. Ensuite, on en a évalué la qualité, et tout ça. Et ensuite, quand on a eu fini le portrait, le gouvernement a dit, votre plan directeur de l'eau, OK, vous avez un portrait précis. OK, là, vous allez déterminer les enjeux les plus importants. Les enjeux, quel est l'état de situation? Il y a des besoins à tel endroit, il y a beaucoup d'érosion. C'est-tu l'érosion qui est un problème? C'est-tu les espèces envahissantes? C'est-tu les cyanobactéries? Bon, on a un enjeu. Ensuite, avec ces enjeux-là, ils ont dit, vous allez d'abord vous dire de vous imposer des objectifs. Bon, on y va avec un objectif, par rapport au portrait et à vos enjeux, là, on a un objectif. On se dit, on se dit, regarde, on va diminuer de tant de degrés de phosphore ou tant de degrés de telle ou telle affaire, tant de bandes riveraines qu'on veut mettre pour améliorer à telle place. Et là, vous allez faire avec ça un beau plan d'action. Là, des actions que vous voulez vous imposer, mais en même temps, les actions, la beauté du plan directeur de l'eau, c'est que ces actions-là, on a dit, on ne fera pas tout seul, là, parce que avec le budget et le personnel qu'on a pour 1000 km², c'est que nous autres, on a essayé de faire percoler ça à toutes nos municipalités, nos MRC, tous les ministères avec lesquels on travaille, comme j'ai mentionné tantôt. On a dit, regardez, on a fait notre portrait, on a nos enjeux, nos objectifs. Maintenant, notre plan d'action, on peut avoir besoin de sous, on a besoin de vous autres. Et on l'établit maintenant, on a un plan d'action qui est là jusqu'à le prochain, c'est 2024, mettons. Donc, le plan d'action, c'est ce qui articule toute notre démarche au quotidien et on doit toujours le mettre à jour. Puis on a une personne au bureau qui est chargée du plan directeur de l'eau parce que c'est ça que le ministère a toujours un œil là-dessus. Il dit, regarde, oui, OK, vous êtes dans la bonne direction et vous êtes dans la moins bonne direction. Autre chose aussi, c'est que dans le cadre, dans les devoirs du ministère, évidemment, il y a, on parlait comme quoi tantôt, c'est le ministère de l'Environnement qui est notre patron, mais dans le cadre de référence, il nous a dit, vous allez être une table de concertation. Et pour votre table de concertation, encore une fois, on parle des mêmes acteurs dont on a mentionné tantôt, je les amène. On a nos municipalités, nos MRC, nos ministères, et les secteurs, j'ai tenté de ne pas les oublier. On a le secteur industrie, commerce, santé, éducation.
on a agriculture, on a l'écotourisme et on a le secteur citoyen. Donc, ça nous donne la somme de 18 administrateurs autour d'une table où est-ce qu'on a un président, où est-ce qu'on a nos vice-présidents, puis qu'on a une table qui se réunit à peu près à tous les 2 ou 3 mois, qui est comme en même temps le gardien et le guide de l'organisme Zone Bayonne et qui en même temps est comme imputable auprès du ministère de l'Environnement aussi. Donc, je suis en train de, pas de te perdre dans le courant, Louis-Marie, ça va bien, là? Écoute, ça peut être... Oui, je t'écoute. Ben moi, le ministère de l'Environnement, mais est-ce qu'il y a une fondation, est-ce qu'à un moment donné, vous dites, ben là, ce que vous nous demandez, vous donnez des éclaircissements à avoir. Ça doit arriver des fois. Oui. Et puis, est-ce qu'il y a quelqu'un qui dit, bon, monsieur Alfred, ministère de l'Environnement, c'est lui qui est responsable de demander de vous téléphoner ou de venir vous voir, de dire, mais je suis là pour vous aider. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut répondre au niveau du ministère? Oui, on a un canal ouvert, c'est toujours la direction générale d'un organisme qui est comme le canal de communication. Mais maintenant, les sources sont tellement ouvertes, puis je trouve ça le fun aussi, c'est que tout le monde au bureau, il y a de l'expertise, donc tout le monde a son canal, c'est avec de l'expertise des différents ministères, municipalités, MRC. Mais en quelque part, l'imputabilité, c'est le directeur général et le président de l'organisme qui sont toujours les répondants auprès du ministère. Oui, je dirais que dans le mécanisme, c'est pas mal comme ça que ça fonctionne. Là. Bon, je sais qu'il y a une fédération des différents bassins versants. Là. Oui, on est chapeauté par... le regroupement des organismes de bassins versants du Québec, qui est l'organisme pan-national, qui est à Québec. Et eux autres, ils sont comme là, entre en même temps comme... c'est un petit peu comme... pas un facilitateur entre le ministère de l'Environnement et les organismes de bassin aussi. Eux autres font de la représentation, ce qui est bien à Québec. Là, auprès eux autres, sont dans le même édifice que les ministères. Et eux autres voient, leur mission, c'est comme de visibiliser et de mettre visible pour les ministres qui se promènent dans les corridors à Québec, là, et de dire, regardez les organismes de bassin font ça, surtout auprès du ministère de l'Environnement, mais en même temps, de faire de la représentation pour dire aux autres ministères, regardez tout ce qui concerne l'eau. Vous avez un très bel instrument sur le terrain qui sont les organismes de bassin versant. Maintenant, c'est évident que le gouvernement vous donne de l'argent pour faire exécuter votre travail. Donc, à chaque année, vous devez lui remettre, dire un peu qu'est-ce que vous avez fait. Donc, vous avez un rapport annuel à faire au gouvernement. On fait un rapport annuel pour nos membres et évidemment, ce qu'on appelle en langage fonctionnaire des livrables pour le ministère, on fait nos livrables avec des états. Nous, on a ce qu'on appelle des états vérifiés sous forme d'une mission d'examen par rapport à comment est-ce que les deniers publics sont dépensés. Puis ça, c'est de bonne loi, c'est correct. Ils suivent toujours par rapport où est-ce qu'on s'en va avec nos acteurs de l'eau. En même temps, c'est qu'il y a une certaine indépendance, je réfléchis avec toi, mais je pense que le ministère suit ce qu'on fait, mais nous laisse une assez bonne indépendance. Parce que ce qu'on a compris qu'on avait comme mission, nous autres, c'était de faire relever la sauce, comme on dit, mais ensuite de laisser l'opportunité aux citoyens. C'est les citoyens qui décident de ce qu'ils veulent faire avec leur eau. On est toujours tributaire aussi de la volonté citoyenne de dire, regarde, oui, on va améliorer la qualité de notre cours d'eau, puis oui, on va faire des choses. Donc, c'est pour ça, on va l'aborder tantôt, là, nous, par rapport au corvée de nettoyage ou des plantations d'arbustes ou des choses comme ça. On aime ça, nous autres, quand les citoyens nous téléphonent et nous disent, hey, j'ai un projet,
ou j'ai de l'érosion chez moi, je voudrais voir qu'est-ce que je pourrais faire. Ça, c'est... et là, ben, à partir de là, ben, dans nos grands enjeux de plan directeur de l'eau, ben, on est content quand on voit qu'on est alimenté par la base, par les citoyens. Parce que de plus en plus, vous faites un peu, c'est une démocratie participative. Vous avez sensibilisé les gens à... Oui, c'est démocratie, j'aime ça, démocratie participative. Participative, parce que ce sont les citoyens qui, à un moment donné, vont dire, ben, non, vous les avez sensibilisés, ils sont venus, mais on dit, nous autres aussi, on a à cœur l'environnement, puis ils peuvent justement offrir spontanément leur aide. Oui. Et d'ailleurs, on est en train de faire une démarche, on est toujours en processus dynamique. Là, ça a pris forme avec la pandémie. Tout le monde sait qu'avec la pandémie, on est. D'ailleurs, on est en Zoom, Louis-Marie. Exactement. Avec le télétravail et tout ça, ben, ça nous a donné des plages de réflexion. Et là, avec comment est-ce que ça s'est déroulé en 2020, il y a quelque chose qui est en train de prendre forme, qu'on aime beaucoup. C'est que on souhaite, comme, je vais prendre un exemple, l'exemple concret, ce qui s'est passé, là, je ne vais pas être fatigant avec ça, là, mais l'histoire du pont de la 138 au début du mois de décembre, ben, c'était un événement préoccupant, ce qui est arrivé, mais en même temps, moi, je salue les citoyens de la rivière Bayonne, parce que ce sont les citoyens qui ont fait appel à l'organisme de bassin, puis qui ont fait appel au MRC puis municipalité, puis qui disaient ben, on veut que ça bouge, là. Puis on a un pouvoir de réagir sur la rivière pour empêcher quelque chose d'arriver. Éventuellement, c'est dans un principe de prévention, ce qu'on appelle le principe de précaution. Donc, nous, à partir de ça, ça a été très inspirant parce qu'on souhaite avoir d'autres regroupements comme ça, mettons, de citoyens qui disent, ben regarde, moi, mettons, je prends le sous-bassin de la rivière Bonaventure, pas que je suis en train de passer des messages, mais qu'on aurait, mettons, un comité de 5-6 citoyens qui disent, ben oui, moi, j'adopte, je vais prendre ce bout de tributaire de la Bayonne-là, et moi, je veux travailler, poser des gestes concrets, puis que je veux que mon organisme de bassin vienne me voir, et tout ça, on aime ça. Et qu'on aimerait ça avoir des comités. Présentement, on a nos comités de lac qui sont au nord, comité Lac-Vert, Lac-Berthier, Lac-Mont-d'Or et Lac-Poitras. Ça, c'est correct. On a les amis de Chico. Je veux saluer les amis de Chico à Saint-Cuthbert qui sont très, très, très actifs. Et idéalement, ben, on aimerait, ça serait quelque chose, on peut rêver, on aimerait ça que toute la zone intégrée de gestion de l'eau de la Bayonne soit comme couverte par des comités de citoyens ou des gens qui disent ben il n'y a rien de mieux, je te dirais, de plus expert qu'un citoyen qui est à côté de la rivière et qui la voit au quotidien. Oui. Donc, il y a voix parce qu'il n'y a rien non plus de plus dynamique qu'un cours d'eau. Un cours d'eau, ça n'arrête pas de changer. Là. Exact. Maintenant, on va passer tranquillement. Je sais que le gouvernement a un genre de nouveau plan, un nouveau programme, un nouveau plan qui se présente, qui s'en vient 2021-2022. On fait de la télépathie. À la même place que toi dans ma tête, je m'en allais là. C'est la loi 132. Oui. Les plans régionaux de gestion des milieux humides et hydriques. Je l'ai pratiqué PAGMHH, plans régionaux de gestion des milieux humides et hydriques. Et ça, c'est qu'on demande pour le 16 juin 2022 à toutes les municipalités MRC du Québec de déposer au ministère de l'Environnement un plan de gestion des milieux humides. Pour nous autres, les milieux humides et hydriques, on s'entend pour dire que tout ce dont j'ai parlé tantôt, autant les eaux de surface que les eaux souterraines, les milieux humides, c'est la clé de toutes nos problématiques.
Et on s'entend aussi pour dire que dans les 100 années précédentes qu'on vient de passer, on aurait enlevé de 75 à 80 des milieux humides qu'on avait dans la vallée du Saint-Laurent. Bon, c'était l'urbanisation, l'agriculture, toutes les occupations anthropiques qu'on en a faites. On ne peut pas blâmer nos ancêtres, ceux qui sont passés avant nous autres, mais on se rappelle très très bien de l'expression une swamp. C'est que quand on avait une swamp en quelque part ou un milieu qui est trop gorgé d'eau, ben, tu regarde, on va l'excaver, on va le drainer, puis on va mettre quelque chose de solide par-dessus, puis on va avoir la paix, il va y avoir moins de bébés, puis ça va marcher dans ta affaire. Sauf que là, depuis à peu près une quinzaine d'années, 10 à 15 ans, là, même en même temps, c'est drôle, en même temps que les organismes de bassin versant sont arrivés, on a tout d'un coup pris conscience que les milieux humides, c'est intrinsèquement lié à la santé d'un cours d'eau. Un cours d'eau est pratiquement tributaire de l'intégrité de ces milieux humides en amont. On voit souvent quand tu as des milieux humides, je veux dire aussi, tu as encore des écosystèmes forestiers, donc, on s'est rendu compte de ça à peu près au milieu des années 2000. Donc, le gouvernement a élaboré une stratégie, a dit, ça concoctait, puis ça, c'est issu de notre plan directeur de l'eau. Nous autres, on dit dans notre plan directeur de l'eau, les milieux humides, les milieux humides, les milieux humides. Donc, c'est arrivé en 2017 à l'Assemblée nationale, 16 juin 2018. Le gouvernement de l'époque a déposé, a dit, 16 juin 2022, tout le monde dépose son plan de gestion des milieux humides. Et à partir de là, ça va être les gestionnaires du territoire, ça va être les élus qui vont devoir, avec toutes les données avec lesquelles le ministère de l'Environnement, les OBV et tous ceux qui ont de la connaissance sur le terrain les alimentent, vont devoir prendre des décisions. Et dire, regarde, on est même en train d'évaluer quel est le coût de ne pas avoir de milieu humide. Ça a un coût, parce qu'à un moment donné, quand on dit on a eu des épisodes de crue, la rivière monte d'une façon démentielle, ou elle va être en sécheresse d'une façon qu'on n'a jamais vue, bien là, on sait aujourd'hui que c'est vraiment, vraiment dû à l'absence des milieux humides qui avant régulaient les cours d'eau. Donc, il y a des coûts aussi énormes au fait de l'absence de nos milieux humides. Et là, on a deux avenues. Soit qu'on continue à les détruire, ou soit qu'on garde le statu quo, ou même soit qu'on parle même d'en réaménager ou d'en restaurer. Donc, 16 juin 2022, le ministère, avec toutes les municipalités et des autres paliers de gouvernement, le ministère des Affaires municipales, vont recevoir leur plan de gestion, c'est-à-dire vont avoir déposé leur plan de gestion, et là, c'est eux autres qui vont avoir des devoirs à faire aussi. Mais là, les organismes de bassin versant, on va être bien positionnés pour les aider. Puis nous, on a le souhait de vraiment faire en sorte qu'on peut rêver, mais nous, on rêve à l'augmentation, on va se faire traiter de chasseurs de grenouilles, puis de quenouilles et tout ça. Mais on souhaite être assis à la table et dire, regardez, on veut vous accompagner pour s'arranger pour que dans 20 ans, on ait des milieux humides dignes de ce nom. Et il y a aussi, dans ces outils-là, on a déjà des gens qui nous approchent présentement, comment faire pour, mettons, conserver les milieux humides. Ben moi, je dois saluer le travail d'un organisme qui s'appelle la Société de conservation de la tourbière de Lanoraie, à Lanoraie, dont Zone Bayonne fait partie du conseil d'administration. Et présentement, il y a 350 hectares en statut de conservation dans les tourbières de Lanoraie. Et ce dont je ne suis pas peu fier, c'est que dans notre petite rivière Saint-Joseph, on aurait 25% qui est en statut de conservation. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans ces 354 hectares qu'on a là, c'est comme rattaché par rapport à la loi 132 de gestion des milieux humides. C'est des gens, c'est des propriétaires qui ont vendu ou qui ont fait des dons écologiques à la Société de conservation de la tourbière de Lanoraie.
et que là, ces milieux humides-là sont protégés, ont des statuts de protection légaux, et que là, ils vont jouer leur rôle de façon pérenne, et qu'il n'y a plus personne qui peut aller les détruire ou les réaménager ou les soutirer pour la santé de la rivière Saint-Joseph. Et bizarrement, la rivière Saint-Joseph, quand on la regarde, pour donner une information géographique, la rivière Saint-Joseph se jette dans le fleuve Saint-Laurent à côté du restaurant de la Villa d'Autré. Bizarrement, ben, c'est notre rivière la plus pure. C'est elle qui sort des tourbières de la Noret, mais qui a en même temps 25% de milieu humide en conservation. Voilà, Louis-Marie, ça c'était pour notre 332. Non, d'accord, mais là, dans l'année, tu parlais des milieux humides. Donc, de sauvegarder ceux qui sont là, de les améliorer. Mais est-ce que vous allez faire la mémoire pour dire, tiens, là, pour purifier notre eau, est-ce qu'on peut créer, donc, sur 50, 10 ans, des milieux humides qui n'existent pas encore, mais il y a des endroits où il faudrait avoir des milieux humides. Est-ce que ça peut exister? Il faut avoir un endroit ici, on aimerait avoir un milieu humide ici. Il y a des endroits où est-ce que de façon naturelle, bon, je vais te donner un exemple. On a vu en Montérégie, il y a des projets pilotes qui se sont faits à certains endroits où, dans le milieu d'une terre agricole, à un moment donné, il y a des producteurs qui vont décider à un moment donné pour une partie où est-ce que c'est toujours du bon, ben regarde, je fais du maïs ou des grandes cultures. Puis il y a un endroit où est-ce que c'était pas drainé encore, mais des années, depuis des années, je passe là, puis je me prends avec mon tracteur. Parce que toujours, l'eau, à part au mois de juillet, sur ma terre, puis c'est toujours fatigant, puis ma productivité vis-à-vis là, mes cultures ne réagissent pas bien, donc j'ai une perte de rendement. Nous, on souhaite d'avoir des budgets aussi, on est en train d'étudier ça, ben de dire, ben regarde, c'est peut-être un petit hectare ou une superficie, ben regarde, pourquoi je vais dire, ben mettons, si j'allais chercher une compensation, je ne la laisse pas revenir à l'état naturel et ensuite, quand tu décides de protéger une portion, une parcelle de terre, en quelque part, si elle est déjà alimentée par la résurgence de l'eau, comme c'est milieu humide, ben ça va se recréer. À un moment donné, les plantes vont, ce qu'on appelle des plantes aquatiques, et des plantes qui sont pertinentes au milieu humide vont revenir. Donc, c'est sûr que, et pour les développements, mettons, des développements domiciliaires, ben, on sait que sur la rive sud aussi, Boucherville, Saint-Bruno, là, il y a de plus en plus de promoteurs qui, dans leur plan d'aménagement de nouveaux développements, vont garder les milieux humides parce qu'ils savent que les nouveaux résidents qui vont être là vont considérer que c'est une plus-value d'avoir un milieu humide autour de chez eux. Donc, la valeur des propriétés remonte. On a vu l'année passée, on avait assisté, le personnel du bureau, à une conférence qui est sur les services écologiques. Et les services écologiques, c'était un étudiant de l'Université de Sherbrooke qui nous avait démontré, il disait, si tu fais ton développement, tu as une rangée de maisons qui sont face à un beau milieu humide, un étang, avant on ne trouvait pas ça beau, mais là maintenant, aujourd'hui, il y en a qui commencent à courir après ça. Et tu as ton milieu humide et là, tu as des étables à l'automne, tu as une faune qui est là. Ben, là, ta rangée de maisons qui est sur la rue, qui fait face au milieu humide, elle peut valoir jusqu'à 20% de plus que les maisons qui sont sur la rue dans l'arrière qui ne voient pas le milieu humide. Donc, tu sais, il y a une valeur au milieu humide maintenant que certains promoteurs commencent à comprendre. On a juste à voir dans le parc à Longueuil ce qui est arrivé par rapport aux chevreuils. L'épisode des chevreuils, je pense que c'est l'été passé ou l'automne passé, pour voir comment les gens, par rapport à ce parc-là, pour des bonnes ou des mauvaises raisons, mais là, tu as eu une levée de bouclier, un mouvement citoyen, parce que là, ils ont des chevreuils dans un milieu humide. Donc, les gens ont démontré en 2020, encore de façon plus pointue, comment est-ce qu'ils sont attachés à leurs espaces verts. Fait que ça, c'est... je pense qu'on est rendu là, puis la loi 132, moi j'ai bon espoir que
ça nous permette là, de recouvrir des milieux humides, nos milieux humides. On va revenir à des choses plus pratico-pratiques. Hein? En Oui. 2021, je veux dire que c'est pratico-pratique, ça aussi, ce que tu viens de dire, c'est pratico-pratique, hein, mais nous sommes plus proches, nous autres, on peut dire, là. 2021, zone Bayonne, projet. Nos projets, comme on dit, on a beaucoup de casseroles sur le feu. On continue présentement notre protection de l'eau potable avec Saint-Cuthbert. Ça, c'est un gros projet. Et là, on a toujours la mise à jour de notre plan directeur de l'eau. Mais on est en train de faire quelque chose qu'on ne faisait pas avant, c'est qu'on a préparé un panier de services aussi qui est là, où est-ce que ça peut apporter, comme on dit, de l'eau au moulin. On va avoir un panier de services qui va être plus précis pour la population en général. Donc, je vous cite peut-être les services qu'on va offrir aux municipalités maintenant, puis je donnerai mon numéro de téléphone à la fin de l'entrevue. Mais on a une problématique qui nous est souvent citée, puis là, on est en train de faire le cadre pour ça, sont les fameux barrages de castors. On parlait de milieu humide tantôt, tu vois qu'on suit notre ligne, nous, Marie. C'est que les barrages de castors, de façon systématique, depuis des années, nous, on est témoins qu'un barrage de castors, il faut le défaire parce que c'est considéré comme étant nuisible. Mais à la zone Bayonne, nous, on pense que le barrage de castors, quand il est dans un endroit qui n'est pas proche des zones habitées, un barrage de castor, le castor, c'est un formidable créateur de milieux humides, justement. C'est que lui, il va permettre à un moment donné, avec une retenue d'eau, il va permettre de faire un petit écosystème, puis souvent des surpris, parce qu'il y a du poisson, il va y avoir de la grande faune qui va aller s'abreuver, chevreuil, orignal. Donc, le castor, nous, maintenant, on s'est dit, notre fameux panier de service, c'est qu'on offre aux municipalités de faire un suivi sur la gestion du castor. C'est-à-dire aller évaluer est-ce que le barrage de castor, mettons, qui est à 3 km en amont du village, est-ce qu'il est dangereux? Est-ce qu'il menace? Mais s'il ne menace pas, ben nous, en offrant cet accompagnement-là, on peut donner des avis d'experts pour dire, non, je pense que la municipalité a plus avantage et le propriétaire a plus avantage à garder, à conserver. Parce que tu as un milieu humide, là, puis tu as quelque chose qui est en train de rendre un service écologique à ta rivière, plutôt que de le démolir absolument. Là, dans les casseroles qu'on a sur le feu aussi, Louis-Marie, on est en train, un devoir qu'on a, c'est qu'un livrable, on appelle des objectifs de conservation par rapport au milieu humide. Ça, il faut qu'on fasse ça durant l'année 2021. C'est que notre ministère nous demande, on est en train de faire un sondage, on a fait un sondage pour savoir quel est l'intérêt, puis dans toute notre zone de gestion intégrée de l'eau, comment les gens veulent arriver à avoir des patchs de conservation. Ça, on est en train de faire ça. Évidemment, là, on est tout en restructuration. Ça, c'est un gros job par rapport à tout nos services. Bon, parce qu'il y a du nouveau personnel, les plateformes Internet au niveau du numérique, là, je ne sais pas si moi je vais me retrouver, mais c'est tout. Il y a une restructuration bureaucratique qui est en train de se faire. Et là, on présente nos projets comme d'habitude, comme je te parlais du feuillerogerie, on travaille encore avec nos producteurs agricoles et je te dirais que ça va bien et on souhaite, je te dirais que mon souhait le plus cher, ce serait que cette pandémie-là, à un moment donné, achève parce qu'on a vécu un deuil en 2020, c'est-à-dire tout notre réseau, notre suivi dans notre réseau scolaire. Puis notre contact avec les citoyens par les kiosques dans les municipalités et tout ça. On avait un beau cahier de visite depuis 15 ans, puis ça a tout pris de part, évidemment, à cause de la pandémie. Donc, comme je te disais, c'est ça, tout avec nos choses
suivis comme nos suivis d'analyse. Ah, et on continue toujours, puis ça, tu étais un expert là-dedans, Louis-Marie, tu sais c'est quoi. On veut continuer notre suivi du PANTOS, les macro-invertébrés, c'est-à-dire le suivi d'analyse des fonds de rivière, à savoir qu'est-ce qui vit. Les macro-invertébrés, c'est les petites bébites qui sont en dessous des roches, qui sont le premier élément de la chaîne alimentaire pour les poissons. Ouais. Donc, on a encore beaucoup de choses, mais on aimerait donc ça d'être capable de les faire en présentiel, parce qu'aller analyser les poissons en Zoom ou en team meeting, c'est difficile. Voilà, Donc, c'est toute sortie du travail que vous avez fait en 2020-2021. Oui. Et puis évidemment, bien, comme je te disais, dépendamment de notre panier de services, notre panier de services aussi, même, il y a un autre élément, là, je t'ai juste parlé de la gestion du castor, mais il y a un paquet d'éléments là-dedans, comme même on offrait à nos municipalités où ils travaillent avec nos MRC de faire du suivi de la gestion de ponceaux. On sait que les ponceaux, là, on a réalisé que les ponceaux sont des éléments très importants par rapport à la sédimentation des rivières. Hein. C'est des ponceaux qui sont aménagés de façon inadéquate ou qui sont trop vieux. C'est souvent des perturbateurs par rapport à l'eau, autant par rapport à l'habitat du poisson qui ne peut pas circuler tout et tout. Les municipalités, c'est une grosse charge. Donc, on a dit, bien, si vous voulez qu'on vous aide et qu'on soit actif sur le terrain, bien, on va y aller. Et ça, c'est... il faudrait que je ressorte encore mon panier de services, mais je vais vous donner mon adresse courriel et mes coordonnées téléphoniques cellulaires si vous êtes intéressés. On a de bonnes choses pour vous. Et entre autres, tantôt, quand tu me disais, bien, ne pas oublier, c'est que là, en collaboration avec la Fondation de la Faune du Québec et tout ça, on est en train de préparer un programme d'accompagnement agro-environnemental régional qui s'appelle un PAAR pour travailler en collaboration avec les 7 autres organismes de bassin autour du lac Saint-Pierre dans un but de diminuer l'érosion. Ça va s'appliquer encore dans le bassin, mais c'est une marmite sur le feu qu'on est en train de travailler en collaboration. Ça va être avec le MAPAC puis Fédération du PA de la Naudière. Donc, on renoue avec le dernier projet qu'on avait eu sur la Chico avait terminé en 2017. Et là, ben, on reprend la pôle en 2021. Bravo. Quand, tout à l'heure, on va montrer sur l'écran là, ton adresse courriel, ton numéro de téléphone. Là, actuellement, j'en ai 2 questions. Là. J'ai appris que au cours de l'année 2021, tu cessais d'être directeur général. Oui. C'est une décision qui a été longuement mûrie. Je planifiais de quitter à l'été 2020. Au mois de juillet 2020, m'est arrivée l'histoire de pandémie. Là, j'ai réfléchi, rendu à l'automne. Et j'ai pris ma décision de façon très sereine. C'était pas facile, mais je veux dire, j'assume le fait que je suis rendu où est-ce que je suis rendu par rapport à mon âge. Comme je te dis, Louis-Marie, je suis très confortable là-dedans. Je vais avoir, sur le plan personnel, ça va être quelque chose à vivre parce que j'ai une permanence des gens, puis je l'assume, je suis capable de le dire à la TV à part de ça, mais c'est des gens que j'aime beaucoup. On est devenu une sorte de famille, c'est pas un cliché, là, je veux sortir, mais même sur le plan personnel, il y a un lien pratiquement affectif dans toute la gang, dans la zone Bayonne. Je sais que ça ne rentre pas dans les cases, comme quand on parle de grands programmes de ressources humaines. Chez Zone Bayonne, ce n'est pas des ressources humaines, ce sont des êtres humains. Et le conseil d'administration, on a un conseil d'administration qui, là, j'ai le meilleur conseil d'administration que j'ai jamais eu depuis 17 ans. Donc, je pars comme directeur général, mais évidemment, très humblement, je souhaite contribuer encore comme chargé de projet ponctuel.
Je souhaite continuer à avoir un petit lien d'emploi avec ma zone Bayonne. Puis y aller pour des choses. J'ai le goût de mettre mes bottes de caoutchouc, puis d'aller travailler avec ma gang que j'aime bien gros sur le terrain. C'est sûr qu'une direction générale, puis là, je ne veux pas décourager ceux qui ont après moi, mais on doit faire beaucoup d'administration. Et on est dans une tâche où est-ce que probablement que celle ou celui qui va arriver après moi ben, est tout neuf et va avoir des très très bonnes idées. Puis avec le noyau qu'on a là présentement, avec la zone Bayonne, j'ai pas zéro inquiétude. Ça va être l'organisme, mettons, si je le projette mettons, février 2022, va rouler au coton, puis il va être meilleur que celui qu'il est aujourd'hui. Non, mais je soupçonne quand même que tu vas, en train de changer de projet fonctionnel, tu vas peut-être l'aider, tu vas accompagner la nouvelle ou le nouveau directeur. Hein. Oui, le temps qu'il va avoir besoin de moi, puis je sais que c'est quelque chose de touché à un moment donné. Même, on m'avait proposé de prendre un poste au conseil d'administration. Puis, là, je l'ai décliné. Peut-être l'année prochaine, je vais revenir. Mais c'est sûr, Louis-Marie, que pour moi, tant que les gens qui sont là vont avoir besoin de moi, je vais y être, là, sans m'imposer. Puis le bagage que j'ai accumulé au cours de ces 17 années-là, ben, ce bagage-là, il y en a un paquet qui l'ont accumulé avec moi. Comme je pense, mettons, entre autres, notre vice-président, notre premier vice-président, Robert Groux. Robert, il est là depuis les débuts. M. Trudeau est le fondateur des Amants de la Bayonne, dont je parlais tantôt, il y a 26 ans. M. Gilles Côté, il y a beaucoup, beaucoup de continuité et de tradition. En même temps, il y a du neuf. Et là, j'aurais tellement une belle histoire à raconter aussi, Louis-Marie, par rapport à la zone Bayonne. Moi, ce que mon petit cœur émotif a fondu, c'est qu'on a créé l'année passée un poste jeunesse pour faire descendre la moyenne d'âge que j'ai réussi à faire monter allègrement au conseil d'administration. Et ça serait, à un moment donné, tu sais, quand tu dis tu passes sereinement, c'est une histoire qui m'a rendu là humide. On crée le poste jeunesse et le poste jeunesse a été comblé par une étudiante de l'école secondaire de la Rivière qui a eu 18 ans au mois de décembre. Elle a eu 18 ans le 7 décembre et le conseil d'administration était le 17 décembre. Et elle a été intégrée, elle a été reçue au conseil d'administration de la zone Bayonne. Elle s'appelle Blanche Lefebvre. Et pour moi, quand je l'ai approchée, pour lui offrir le poste l'année passée, elle m'avait envoyé un courriel que j'ai conservé précieusement. Elle m'a dit, Jean-Pierre, elle dit, moi, qu'est-ce qui m'a donné le goût de m'engager pour la rivière Bayonne, c'est que quand j'étais en 4e année dans la classe de Mme Dominique Loyer, à l'école Notre-Dame, à Saint-Félix-de-Valois, tu étais venu nous parler des poissons, tu étais venu nous parler des petites bebites. Et moi, pour moi, elle dit, tu m'as décrit la rivière Bayonne comme étant une des plus belles rivières au monde. Et elle dit, je voyais plein d'images. Elle dit, c'est cette fois-là que j'ai eu le goût de m'engager. Donc, elle avait à peu près, si on calcule en 4e année, à peu près 9 à 10 ans. Et que 8 ans plus tard, elle décide de devenir, elle tombe administratrice et elle a le plus bel avenir dans la zone Bayonne. Moi, je pense que Blanche, elle va être émue, elle écoute ça, mais c'est l'avenir de l'organisme de bassin aussi. Fait que, tu sais, quand tu dis que tu as réussi, autant avec la sagesse et la continuité de M. Trudeau, qui il a sa coquetterie masculine, je ne donnerai pas son âge, mais il est mûr lui ici. Donc, on a un registre intergénérationnel qui est assez intéressant. Notre nouveau président, Robin Bourgeois, Robin est fin trentaine, et il y a un renouvellement du conseil d'administration constant aussi. Donc, je pense que j'ai l'air à l'aimer encore, mon organisme, hein, Louis-Marie? Probablement, oui. C'est. Elle dit, pourquoi que le gars il prend ça? C'est ça, pourquoi que le gars il arrête comme directeur général? C'est ça, des fois, il y a du monde. Ben, en tout cas, non, c'est de savoir, c'est de garder un équilibre dans la vie, puis de savoir aussi, quand tu pars, c'est mieux que tu partes, que les gens soient attristés un peu, que tu partes quand le monde dit, hey, il était temps qu'il parte. Voilà. Non. Je sens que tu as la zone Bayonne
incrusté dans ton cœur. Ça, il n'y a pas de problème. Oui, je sais, Marie, tu es un grand sensible comme moi. C'est très beau ce que tu dis là. Bon. Écoute, il y a ça, puis c'est une rencontre qu'on a aujourd'hui, mais moi, je suggère qu'on se rencontre pour voir, comme là, je vais te parler du nouveau directeur, on a bien bourgeois. On aimerait peut-être. Excuse-nous, Marie, c'est le nouveau président. C'est le nouveau président. Oui. Le nouveau président, M. Robert Bourgeois. Oui. Il y a M. Gilles Côté qui m'a quitté. J'aimerais avoir une émission où toi, tu pourrais être là aussi. Là. Ça va me faire le plus grand plaisir. Hein? Ça va me faire très plaisir. Donc ça sera à la fin février. Oui. Ensuite, au mois de mars, on va M. Gilles Trudeau. Pas Gilles Trudeau, Louis Trudeau. Oui. Louis Trudeau. Ouais, qui il est, parce que quand même, je viens de le dire, là, les amendes de Bayonne, les amendes de la Chico, depuis X nombre d'années, là, il a fait les amendes de Chico. Lui, c'était les amendes de la Bayonne. Les amendes de la Bayonne, oui. Oui. Donc là, il parlait qui est M. Trudeau. Oui. Là, sans mentionner trop, là, on va mentionner qu'il est en train de finaliser un livre auquel il participe. Oui. Fait que ça, là, au milieu de mars, ça va être. On a de quoi s'organiser un beau printemps, Louis-Marie. Oui, mais on va se rencontrer de nouveau. Parce que j'ai l'impression que, comme je te dis à travers, la zone de Bayonne est inscrite au cœur. Là, fait que. Correct, je vais changer de projet, mais ça va toujours rester en toi. Oui, absolument. Bon, écoute, maintenant, là, tu parlais d'un nouveau site Internet là, pour les autres Bayonne. C'est la plateforme. Je pense que je vais vous donner l'adresse du site Internet, de notre site Internet. C'est un site qui est en continuité. C'est www.zonebayonne.com. On va prendre ça là. www. Combien on appelle? www.zonebayonne.com. Oui. Non, qu'est-ce que. Bon, ça c'est bien. Ensuite, même, dire, pour devenir membre, chaque année, est-ce que c'est la période? Le renouvellement de. La période pour devenir membre est tout le temps à peu près au mois de. Notre année financière commence le 1er avril. Donc, c'est facile à se rappeler, vous vous dites, quand je veux devenir membre de la Bayonne, j'ai tellement le goût de devenir membre de la Bayonne, mais ce n'est pas un poisson d'avril. Donc, c'est de renouveler ou d'adhérer au cours du mois de mars. Mais sur le site Internet, justement, vous allez voir la façon de devenir membre. Et c'est sûr qu'en devenant membre de Zone Bayonne, vous participez à la mission, c'est tout ce qu'on vient de compter durant notre entrevue. Et en même temps, vous êtes éligible à devenir membre du conseil d'administration. Donc, en quelque part, de devenir le patron ou la patronne du directeur ou de la prochaine directrice aussi. Et de voir à ce que les grandes orientations soient respectées par l'organisme de bassin versant. Présentement, je dirais, on a à peu près autour de 100 ou 120 membres, à peu près 115 ou 120 membres. Puis Louis-Marie, d'ailleurs, est un de nos membres les plus assidus depuis les tout débuts. Puis nos membres, justement, c'est qu'on souhaite donc leur offrir une assemblée générale en vrai en 2021. En présence, effectivement, oui. Oui. Bon, il y a ça. Ensuite, il va y avoir le nom, comme je dis. On aura l'occasion de se. Écoute, là, je voulais te donner ton numéro de téléphone. Oui. Ainsi que ton adresse courriel. Oui. Ton numéro de téléphone que j'ai ici, là, est-ce que je peux te dire? Oui. 450. Oui.
889 Oui. 2034. Oui. Bon, ça, c'est correct. Ah non, excuse, non, c'est pas le bon, Louis. Ça, c'est un ancien. Je vais te donner, c'est le 450 Oui, 889 oui, 4242 au 4242. poste 23. Moi, c'est 23. Bon, d'accord. Excusez-moi, on a frère, pour les gens. Bon, très téléspectateurs, c'est téléspectatrice, mon nom de téléphone, de Jean-Pierre Gagnon, 450 889 4242, poste 23. Effectivement. Et, au fait, je pense que c'est Jean-Pierre, ton adresse courriel, c'est Jean-Pierre. Jean Trédignon Pierre. C'est Jean. Oui. Trédignon. Oui, avec un vrai Trédignon. Jean. Trédignon Pierre. En commercial. Arrobas. Oui, arrobas. Zone Bayonne. Zone Bayonne.com. C'est ça. Donc, on reprend Jean. Trédignon Pierre. Oui. Arrobas ou en commercial. Zonebayonne.com. C'est bien ça, Louvarie. Écoute, ça m'a fait un immense plaisir. Et je suis sûr que l'année 2021, tu vois, comme je te disais tout à l'heure, tu dois incruster là-dedans, tu vas aider énormément encore pendant bien des années, puis tu vas faire en sorte que le but de la zone Bayonne se concrétise de mieux en mieux encore, à bien des niveaux. Écoute, c'est une suite, là, justement, les prochaines dates de rencontre sont pas tellement spécifiées, mais on va encore une fois rencontrer le nouveau directeur, le nouveau président, avec l'ancien président, avec Fonsi, ensuite avec M. Trudeau, milieu de mars, et puis ensuite, au mois de juin, au mois de mai, c'est-à-dire, on va voir M. Trudeau et toi parler du livre qui va être lancé le 20 juin, je me souviens bien. Autour du 21 juin. 21 juin. Écoute, c'est toujours un immense plaisir de s'entretenir comme ça, et j'espère que cette émission va permettre aux gens de dire, mais ouais, la zone période, c'est quelque chose. C'est ça que j'ai trouvé extrêmement intéressant. Au début, c'était peut-être laborieux, mais là, on se dit les gens, hey, venez, vous allez ici, comme là, tu donnais un exemple du fond ici, là, que les gens sont dit, mais écoute, j'aimerais que la zone Bayonne vienne ici. Fait que là, avec ce que j'ai vu, donc vous avez alerté les gens, vous aviez comme un genre de bateau là, spécial qui s'est produit, qui a arraché les arbres et puis les autres détritus qui faisaient blocage. Là. En tout cas, c'est un numéro. Encore une fois, je dis aux téléspectateurs, téléspectatrices, ça va être. Bon, j'anime l'émission des rendez-vous de la lecture, mais il y aura aussi celui des rencontres. Des rencontres avec des gens comme Jean-Pierre Gagnon et autres, voués à l'environnement. Aussi l'environnement me tient à cœur. Encore une fois, merci infiniment, puis à la prochaine.